Oui, monsieur. Ce sont 3 mauvaises semaines pour les Houthis et ça va empirer. La capitale Houthi a ressenti comme un tremblement de terre. Des dizaines et des dizaines de munitions lourdes de précision tombant précisément sur les cibles que nous voulions frapper, envoyant un message très clair. Trump vient de commander... Les États-Unis auront 2 porte-avions stationnés au Moyen-Orient, ce qui est choquant. Le United States Ship Harry S. Truman va y rester au moins 1 mois de plus, et le United States Ship Carl Vinson va également le rejoindre. Ensemble, ils pourraient anéantir les Houthis au Yémen. Voilà pourquoi c'est crucial. Sur Truth Social, Trump a affirmé que les groupes terroristes Houthis seraient totalement détruits. Et pour comprendre cela, nous devons regarder à quel point ces porte-avions sont vraiment puissants. Vous voyez, les porte-avions forment la base du pouvoir international des États-Unis. Ils servent de gigantesques bases aériennes flottantes, qui peuvent se positionner près de la côte des adversaires ou n'importe où ailleurs dans les océans du monde. Et ils peuvent atteindre la plupart des régions du monde en moins de 2 semaines, leur donnant un énorme avantage de vitesse par rapport aux troupes au sol. Ces porte-avions peuvent servir à soutenir les combats, mener des bombardements spéciaux comme actuellement au Yémen, ou établir une domination maritime. Et les avions présents sur les porte-avions ont généralement une portée de plusieurs centaines de kilomètres, donc ce n'est pas la question de savoir où ils peuvent frapper, mais où ils ne peuvent pas. Après tout, plus de 80% de la population mondiale vit à moins de 300 miles d'une côte. Un autre avantage est que les porte-avions en opération se déplacent vite, les rendant plus difficiles à atteindre qu'une base aérienne classique. Mais ils sont très coûteux, coûtant des milliards de dollars à construire. Un navire doit être extrêmement grand pour pouvoir accueillir une base aérienne fonctionnelle construite dessus. Le plus grand porte-avions construit à ce jour, le United States Ship General Air Ford, mesure 1100 pieds de long, soit plus de 300 mètres. Son déplacement maximal est de 100 000 tonnes, ce qui signifie qu'il repousse 100 000 tonnes d'eau lorsqu'il est entièrement chargé. Ce volume permet de stationner des dizaines d'avions sur le pont et en dessous dans la zone de hangar, les plus grands porte-avions ayant de l'espace pour jusqu'à 90 avions. Ces avions décollent d'une zone de lancement spéciale à la proue ou à l'avant du navire, qui peut mesurer jusqu'à 300 pieds, soit environ 100 mètres de long. C'est étonnamment court, car la plupart des pistes commerciales sont 25 à 40 fois plus longues. Pour résoudre ce problème, certains porte-avions disposent d'un système de catapulte spécial qui accélère l'avion, permettant aux appareils lourds d'utiliser les pistes. Pendant ce temps, les porte-avions traditionnels ont une piste d'atterrissage inclinée à la poupe pour l'atterrissage. Elle mesure moins de 200 mètres de long, donc pour ralentir l'avion, ces porte-avions ont un câble d'arrêt qui s'accroche à la queue de l'avion. Si le porte-avions manque le câble, le pont incliné leur permet de décoller à nouveau sans heurter aucun autre avion ou personnel sur le pont. Cette approche combinant un lancement par catapulte et un atterrissage par câble d'arrêt est nommée catapulte et barre d'arrêt. Cela veut dire décollage assisté par catapulte, mais récupération arrêtée. Le seul problème est que c'est très cher, donc tous les porte-avions n'utilisent pas cela. Les porte-avions moins avancés ont une rampe à la piste appelée un tremplin pour aider au décollage. C'est rentable, mais les avions doivent être plus légers, réduisant leur portée et leurs munitions. De nombreux porte-avions modernes n'utilisent pas de système d'atterrissage complexe avec des câbles d'arrêt. Utilisent des avions décollage court et atterrissage vertical comme le F-35B capable d'atterrir verticalement. Décollage court et atterrissage vertical signifie décollage court et atterrissage vertical. Il y a des limites, notamment la capacité de charge utile du jet de combat, mais c'est bien plus rentable. Cela réduit radicalement la taille du porte-avions, parfois de plus de moitié. Les États-Unis ne reconnaissent pas les navires décollage court et atterrissage vertical comme porte-avions, contrairement au droit international. En passant aux véritables avions sur les porte-avions, il y a aussi une tonne de variétés. La plupart des porte-avions ont à bord un type de chasseur pour la supériorité aérienne, le soutien au sol et les rôles de frappe de précision. Les modèles américains courants sont le F-A-18 Super Hornet, le F-30 Cent 500 ou le F-30 105B pour les navires de type Stovall, mais le Dassault Rafale 1000 français, le 1000 Ikoyan, 29K russe ou le J-15 chinois sont également utilisés. Le nombre de chasseurs sur un porte-avions varie beaucoup, certains n'en portant que 18, tandis que d'autres en portent près de 50. Une autre statistique importante à considérer est le taux de sortie, c'est-à-dire le nombre d'avions qu'ils peuvent lancer quotidiennement. Certains ne peuvent faire que 30 sorties par jour, tandis que d'autres peuvent en faire plus de 100. Cela modifie considérablement le nombre de missions de combat réalisables par un porte-avions, et pas uniquement pour les avions de chasse. Beaucoup de porte-avions ont aussi des hélicoptères spécialisés, tels que le SH-60 Seahawk ou le AW101 Merlin. Ils sont très utiles pour la défense anti-sous-marine et anti-navire, mais aussi pour la surveillance et le transport. Alors que les jets de combat attirent toute l'attention, ces hélicoptères assurent la sécurité et le fonctionnement de la flotte. Autres avions cruciaux. Le U-2 Hawkeye pour la détection précoce des avions, navires et missiles ennemis, et le UA-1 8G Growler pour le brouillage des radars, communications et systèmes d'armes ennemis. La marine américaine est la seule à avoir également des avions de cargo sur les porte-avions, à savoir le CMV-22B Osprey.
Cet avion apporte rapidement au navire des fournitures telles que pièces de rechange, munitions ou même nouveau personnel. Il permet au porte-avions de continuer à fonctionner pendant des mois loin de ses bases d'origine. Les tâches de réapprovisionnement principales sont effectuées par des navires dédiés. Chaque pays utilise différents types de navires de réapprovisionnement. Certains transportent de la nourriture, des munitions ou du carburant, parfois même tout cela à la fois. Le carburant est essentiel pour maintenir les opérations en cours. Malgré la grande capacité de carburant des porte-avions, celui-ci est vite consommé pendant les missions de combat. De plus, les porte-avions nécessitent un réapprovisionnement régulier en munitions et en nourriture pour poursuivre les combats. Les aliments frais s'épuisent très fréquemment, et bien qu'il y ait une tonne de nourriture réfrigérée à bord, la meilleure façon est d'avoir de nouvelles fournitures chaque semaine environ. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un porte-avions. Cela varie de moins de 1000 personnes sur les plus petits porte-avions à près de 6000 sur les plus grands navires. Cela comprend le personnel de l'escadron aérien avec les mécaniciens, l'équipage du pont d'envol et les pilotes. L'équipage du navire, distinct de l'escadron aérien, comprend du personnel de logistique, de maintenance et de navigation. Ces personnes doivent souvent rester à bord pendant des mois, la durée typique d'un déploiement étant de 6 mois. La majorité dort dans des lits superposés étroits avec peu d'espace de rangement. Les toilettes ne sont pas non plus luxueuses. Ils mangent dans une grande cafétéria appelée pont de messe. Il y a aussi des services médicaux, comme des dentistes et un pharmacien, et il y a même une chapelle pour les services religieux. Pour les loisirs, il y a des salles de sport, de loisirs, des télévisions, des jeux vidéo et une bibliothèque. Le navire dispose d'une petite boutique et d'un salon de coiffure. Cependant, les officiers bénéficient de meilleures conditions. Ils ont leurs propres salles à manger et salons et des chambres et salles de bain légèrement plus spacieuses. Comme vous pouvez l'imaginer, transporter un porte-avions dans le monde nécessite une énorme quantité d'énergie. La plupart des porte-avions utilisent des sources d'énergie conventionnelles comme les turbines à gaz, les moteurs diesel ou les turbines à vapeur. C'est bien plus abordable que l'option de l'énergie nucléaire. Seuls les États-Unis et la France possèdent des porte-avions nucléaires qui coûtent des milliards par navire. Mais cela a d'énormes avantages. Grâce à une alimentation en énergie plus efficace, les versions nucléaires peuvent voyager à plus de 30 nœuds, soit plus de 35 miles par heure, sur de longues distances. De plus, les navires à propulsion nucléaire n'ont quasiment jamais besoin d'être ravitaillés, du moins pas avant 20 à 25 ans. De plus, les navires conventionnels nécessitent un ravitaillement tous les quelques jours ou semaines. En plus d'un système énergétique, les porte-avions nécessitent des mécanismes de défense. Étant d'énormes cibles, ils sont vulnérables aux attaques ennemies. En temps de guerre, ils sont inévitablement ciblés par des missiles, roquettes, drones, sous-marins et avions. Les porte-avions sont équipés de systèmes de défense contre les missiles à longue et courte portée, de mitrailleuses à tir rapide et de brouillage électronique. Les avions de chasse assurent aussi un rôle défensif avec leurs armes anti-aériennes, anti-missiles et anti-sous-marines. De nombreux porte-avions disposent de jets dédiés au brouillage électronique des systèmes ennemis. Les porte-avions ont un blindage en acier et une protection en Kevlar autour des zones vitales comme les réacteurs pour minimiser l'impact lorsqu'ils sont touchés. Les compartiments du porte-avions sont séparés pour limiter la propagation des incendies avec des équipes de pompiers spécialisées à bord. Mais tout cela ne suffit pas à protéger un actif de plusieurs milliards de dollars. C'est pourquoi les porte-avions sont toujours escortés par plusieurs autres navires dotés de systèmes de défense plus avancés. Dans la marine américaine, un groupe d'attaque de porte-avions se compose d'un ou plusieurs croiseurs à missiles guidés, d'au moins 2 destroyers à missiles guidés et d'un ou 2 sous-marins d'attaque nucléaire, bien que ce dernier soit souvent classifié. Le porte-avions est le navire amiral de cette formation, accueillant l'amiral commandant avec la plus haute autorité. Les croiseurs à missiles guidés disposent de radars très avancés pour suivre les menaces aériennes et sous-marines. Pour contrer ces menaces, ils disposent de plus d'une centaine de lanceurs verticaux pour missiles. Les destroyers à missiles guidés sont les chevaux de trait du groupe de frappe de porte-avions, avec près d'une centaine de systèmes de lancement vertical chacun et des hélicoptères pour chasser les sous-marins ennemis. Pendant ce temps, les sous-marins du porte-avions traquent également les sous-marins ennemis et attaquent discrètement les navires ennemis, plus que les navires ou avions. D'autres pays en dehors des États-Unis utilisent diverses formations, souvent restreintes en nombre pour les croiseurs et les destroyers. Voyons maintenant comment les porte-avions ont été utilisés au fil de l'histoire, maintenant que nous comprenons leur fonctionnement. Car leur succès dans les conflits précédents est la raison pour laquelle ils sont encore aujourd'hui considérés comme la pierre angulaire des marines avancées. Dès le début du XXe siècle, des expériences de lancement d'avions depuis des navires ont débuté. En 1910, le pionnier de l'aviation Eugene Ely a décollé du croiseur United States Ship Birmingham, étant le premier à lancer un avion depuis un navire. 2 mois après, il a encore battu un record en atterrissant sur le United States Ship Pennsylvania. C'était un autre signe à venir. Pendant la Première Guerre mondiale, l'intérêt pour le concept de porte-avions s'est accru, les avions devenant plus utiles pour la guerre. En 1917, le casse-cou britannique Edwin Dunning a été le premier homme à atterrir un avion sur un navire en mouvement. Tragiquement,
il est mort lors d'une tentative ultérieure, montrant à quel point c'était vraiment dangereux. Mais la Grande-Bretagne a continué à investir dans le concept de porte-avions, et en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, elle a lancé le premier porte-avions du monde appelé le Her Majesty's Shape Hermes. Les autres puissances mondiales ont rapidement compris. Au Japon, ils ont lancé leur propre porte-avions appelé le Hosho, et c'était le premier porte-avions à entrer officiellement en service actif en 1922. La même année, les États-Unis ont commandé leur propre porte-avions appelé le United States Ship Langley. Comme vous pouvez le voir, ce navire n'était pas encore très raffiné car il était pratiquement un cargo avec une piste construite sur le dessus, mais les gens comprenaient à son potentiel. Après la Première Guerre mondiale, les pays ont décidé de limiter le développement des porte-avions pour réduire les tensions. Cela a été consigné dans le traité naval de Washington de 1922, signé par l'Empire britannique, les États-Unis, le Japon, la France et l'Italie. Ces pays ont accepté de restreindre la production et le tonnage des nouveaux cuirassés et porte-avions. Cela a été réaffirmé plus tard par le traité naval de Londres de 1930. Mais dans les années 1930, les tensions mondiales augmentaient à nouveau et divers pays se sont lancés dans une frénésie de construction. En 1939, le Royaume-Uni possédait 7 porte-avions, le Japon 6, les États-Unis 5 et la France 1. Les traités étaient violés de toutes parts, rendant les restrictions obsolètes à ce stade. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les gens allaient réaliser la véritable puissance des porte-avions. Après que le Royaume-Uni a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, il a commencé à utiliser ses porte-avions dans l'Atlantique et la mer du Nord. Dans la stratégie britannique, les porte-avions avaient désormais un rôle plus défensif et de soutien. Les sous-marins U-boat allemands étaient un véritable fléau pour la marine britannique, coulant de nombreux navires militaires et marchands. Mais les avions lancés depuis les porte-avions ont aidé à les chasser, sécurisant la ligne d'approvisionnement vitale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est fascinant à considérer, mais le Royaume-Uni n'aurait probablement pas gagné la Seconde Guerre mondiale sans ses porte-avions. Sans l'aide américaine de l'Atlantique, il n'aurait probablement pas duré longtemps. Les porte-avions ont également joué des rôles offensifs pour le Royaume-Uni. Les avions du porte-avions Her Majesty's Ship Ark Royal ont aidé à abattre le cuirassé allemand Bismarck, l'un des navires de guerre les plus avancés de son époque. Mais malgré tout, le rôle que les porte-avions ont joué en Europe était bien moindre comparé à ce qu'ils ont fait dans le Pacifique. Après l'attaque du Japon sur Pearl Harbor en 1941, les deux pays ont mené une guerre massive sur l'océan où les porte-avions ont joué un rôle crucial. En fait, Pearl Harbor elle-même a été rendue possible par les porte-avions japonais car ils pouvaient livrer des chasseurs et des bombardiers à travers l'océan. Mais heureusement pour les États-Unis, leurs porte-avions n'ont pas été touchés lors de l'attaque. Par la suite, grâce à ces porte-avions, le Japon a rapidement conquis l'Asie du Sud-Est, prenant le contrôle des Philippines, de la Malaisie et des Indes orientales néerlandaises. Des bombardiers des porte-avions japonais ont même réussi à couler le Her Majesty's Ship Hermes britannique dans l'océan Indien, le tout premier porte-avions. C'était un prélude à la suite, car en 1942, les États-Unis et le Japon allaient s'affronter lors de la tristement célèbre bataille de Midway, centrée sur les porte-avions. 4 porte-avions japonais voulaient attirer 3 porte-avions américains dans un piège afin de capturer l'atoll de Midway, mais les Américains ont vu à travers leurs plans et au bon moment, ils ont envoyé leurs avions pour attaquer les Japonais. Ils ont détruit les 4 porte-avions, tuant 3000 membres d'équipage et pilotes japonais. Le Japon n'a jamais pu se remettre de cela. La supériorité des porte-avions américains a permis une avancée lente et épuisante d'une île à l'autre. Les Japonais, à court de pilotes expérimentés et de porte-avions modernes, ont eu recours aux attaques kamikazes pour tenter de stopper les porte-avions américains. Mais l'Amérique les surpassait en production. En 1945, les États-Unis disposaient de 24 porte-avions de classe Essex, 9 porte-avions légers de classe Independence et plus de 50 petits porte-avions pour protéger les convois. Finalement, la guerre a été terminée par des armes nucléaires, mais les porte-avions avaient mis le Japon à genoux. Les porte-avions ont conservé leur importance cruciale après la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l'un des atouts cruciaux des États-Unis lors de la guerre froide contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pendant le conflit par procuration en Corée de 1950 à 1953, les États-Unis et ses alliés ont stationné divers porte-avions dans la mer du Japon et la mer Jaune. Au total, les États-Unis ont déployé 9 porte-avions pendant la guerre, le Royaume-Uni 5 et l'Australie 1. Les aérodromes terrestres étaient rares et parfois menacés. Ces porte-avions étaient donc la pierre angulaire des raids aériens. Au total, les avions des porte-avions ont effectué des centaines de milliers de sorties pour bombarder les ponts, les chemins de fer et les routes utilisées par les forces ennemies. Ils ont aussi attaqué les bases nord-coréennes et chinoises et apporté un soutien aérien lors de batailles clés. Pendant ce temps, les porte-avions ont contribué à un blocus naval, bloquant le ravitaillement des Soviétiques et des Chinois par voie maritime. La guerre en Corée a également vu le premier avion à réaction décoller des porte-avions pendant le combat, une évolution majeure, rendant la plateforme encore plus mortelle.
Durant la guerre du Vietnam de 1955 à 1975, les porte-avions ont joué un rôle crucial. Les États-Unis ont stationné 3 à 6 porte-avions à l'époque dans le golfe du Tonkin, et en tout, 21 porte-avions différents ont été impliqués dans la guerre à un moment donné. Durant le conflit, les avions des porte-avions ont réalisé plus d'un demi-million de missions au-dessus du Vietnam, jouant un rôle clé dans les vastes campagnes de bombardement. Les porte-avions se sont avérés inefficaces contre la guérilla vietnamienne, mais leur puissance a néanmoins été démontrée. Durant la guerre du Golfe en Irak de 1990 à 1991, 6 porte-avions au total ont été engagés depuis la mer Rouge et le Golfe Persique. Avec leur puissance aérienne écrasante, ils ont neutralisé l'armée de l'air irakienne en 3 jours. Au total, 18 000 sorties ont été effectuées à partir des porte-avions, et les avions de chasse des porte-avions ont détruit plus de 1200 chars et pièces d'artillerie et ont paralysé les positions irakiennes. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions par jour. Pourquoi? Parce que YouTube manque de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer sa chaîne, mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage comme celle-ci, c'est le moment idéal. YouTube paie des millions chaque jour aux créateurs et favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes plus petites. Mais je suis certain que beaucoup se demandent comment démarrer et développer une chaîne. Nous recevons régulièrement des questions par email de votre part. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement pour le prix très bas de totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou à l'écran. Inscrivez-vous rapidement, car le camp d'entraînement est limité à 100 personnes, comme un appel Zoom, contrairement aux vidéos YouTube. D'accord, revenons à la vidéo. La guerre en Afghanistan, qui a commencé en 2001, et en Syrie et en Irak, les porte-avions américains ont joué un rôle crucial dans le lancement de frappes de précision, éliminant des dizaines de milliers de combattants de l'État islamique en Irak et en Syrie. L'efficacité des porte-avions est donc indéniable. En avançant jusqu'à aujourd'hui en 2025, les États-Unis restent le leader incontesté en termes de porte-avions. Les États-Unis en ont 11, formant l'épine dorsale de sa puissance maritime. 6 d'entre eux font partie de la flotte du Pacifique, stationnée au port de San Diego en Californie, de Bremerton dans l'État de Washington ou de Yokosuka au Japon, louée par les États-Unis. Les 5 autres font partie de la flotte de l'Atlantique, stationnée au port de Norfolk en Virginie. Norfolk abrite également la Newport News Shipbuilding Company, le seul chantier naval américain capable de construire des porte-avions à propulsion nucléaire. Cependant, nous ne prenons pas en compte les 9 navires d'assaut amphibies américains, internationalement considérés comme des porte-avions. Ils transportent des hélicoptères et des avions de chasse F-35B capables de décollage verticaux, un élément important à considérer. Les rivaux de l'Amérique ne se comparent même pas à la flotte de porte-avions, et ce, de loin. Son concurrent le plus proche, la Chine, n'a que 2 porte-avions opérationnels et 1 en cours de test. Les 2 porte-avions chinois en service sont moins avancés que ceux des États-Unis et perdraient probablement lors d'un véritable affrontement. Certes, les États-Unis doivent constamment surveiller les nouveaux déploiements chinois, comme nous le verrons ultérieurement. Les autres pays sur la liste possédant 2 porte-avions sont le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon et l'Inde, tandis que la France, la Russie, l'Espagne et la Thaïlande en ont un seul. Mais il n'est pas facile de les comparer, car certains porte-avions sont très limités. Par exemple, certains ne peuvent lancer que des avions légers en raison d'une petite rampe de lancement, d'autres ne font que la moitié de la taille des porte-avions américains et peuvent accueillir beaucoup moins d'avions. Et le porte-avions russe n'est même pas opérationnel, en raison de problèmes de maintenance pendant ce temps. L'Australie, le Brésil, la Turquie et l'Égypte ont techniquement des porte-avions, mais ils ne peuvent lancer que des drones et des hélicoptères. Donc, dans le domaine des porte-avions, les États-Unis dominent absolument. Et c'est une grosse affaire. De nos jours, la fonction principale de la marine américaine est probablement de patrouiller les océans du monde et d'assurer la sécurité des routes commerciales. Cela fait en quelque sorte partie de l'accord avec l'hégémonie américaine mondiale. Les gens acceptent l'hégémonie de Washington si les États-Unis d'Amérique assurent des routes commerciales libres, bénéficiant à tous. Si vous y pensez, le concept de pouvoir acheter pratiquement n'importe quoi de presque partout à travers le monde est assez inédit. C'est un aspect unique de la Pax Americana qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est vraiment installé après la guerre froide. Pendant cette période, le commerce mondial a explosé, provoquant une croissance économique partout dans le monde. Mais de temps en temps, certains adversaires de l'Amérique tentent de nuire aux routes commerciales mondiales, y compris récemment les Houthis.
À partir de fin 2023, la milice Houthis, soutenue par l'Iran au Yémen, a attaqué des navires commerciaux et navals dans le détroit crucial de Bab al-Mandeb, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Cela s'est rapidement transformé en crise, car près de 15% du commerce mondial passe par la mer Rouge et 30% des biens de consommation mondiaux et des conteneurs. La mer Rouge est reliée au canal de Suez qui relie l'Europe et l'Asie. Les navires devront voyager 10 à 14 jours de plus pour contourner l'Afrique. En raison de la menace des Houthis, les prix de l'expédition de conteneurs de l'Asie vers l'Europe ont augmenté de 175 à 250%, car les gens ne font plus confiance au passage. C'est un grand risque d'inflation pour l'Europe et une mauvaise nouvelle pour les exportateurs asiatiques. Vous vous demandez peut-être pourquoi les États-Unis s'impliqueraient dans cette situation qui ne semble pas les affecter directement. Heureusement, nous connaissons précisément les calculs sous-jacents. Parce que les messages textes au sein de l'administration Trump à propos de cette question ont été divulgués. Dans le chat Signal, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a affirmé que ce n'est pas à propos des Houthis. Je le vois comme deux choses. 1. Restaurer la liberté de navigation, un intérêt national fondamental, et 2. Rétablir la dissuasion, que Biden a fait s'effondrer. Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a souligné que les États-Unis devront rouvrir les voies de navigation, que ce soit maintenant ou dans plusieurs semaines. Dans un groupe de discussion, Hegseth et Juris Dr. Vance ont déclaré ne pas vouloir renflouer les Européens à nouveau et souhaiter leur présenter la facture. De plus, seuls les États-Unis protègent réellement les voies de navigation mondiales grâce à leur quasi-monopole sur les transporteurs. Mais les États-Unis ne sont plus aussi enthousiastes à l'idée de protéger le commerce mondial, surtout lorsque leur propre commerce n'est pas en jeu. Stephen Miller, un proche de Trump, a envoyé un message au groupe de discussion indiquant que si les États-Unis rétablissent la liberté de navigation à un coût élevé, ils devraient en tirer un bénéfice économique supplémentaire. Bref, c'est la raison pour laquelle des porte-avions américains vont au Moyen-Orient combattre les Houthis. Ce sera probablement une autre histoire de réussite soulignant l'importance de la flotte de porte-avions. Cependant, les opérations au Yémen s'annoncent difficiles. Selon la marine américaine, les combats au Yémen sont les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Houthis ont reçu un approvisionnement apparemment inépuisable de missiles, de roquettes et de drones de l'Iran. Et une fois, un porte-avions américain n'était qu'à quelques centaines de mètres d'être touché. Les États-Unis ont assurément des capacités dépassant largement celles des Houthis. Mais si sur une centaine de missiles tirés, un seul touche sa cible, surtout un missile balistique, cela pose un grave problème pour l'Amérique. Cependant, la véritable menace ne vient même pas du ciel, mais de loin sous l'eau. L'Iran possède une flotte de sous-marins de classe Kilo, et leurs torpilles pourraient toucher et couler un porte-avions. La question de savoir si l'Iran essaierait réellement est différente, car c'est une déclaration de guerre contre les États-Unis. Le régime iranien ne survivrait probablement pas à cela, car 6 bombardiers américains sont stationnés prêts à détruire leur pays. Cependant, si l'Iran pouvait menacer significativement les porte-avions américains, cela soulève de grandes interrogations. En effet, la domination américaine est de plus en plus contestée en Asie de l'Est, une autre région du monde. La marine chinoise possède déjà plus de navires que celle des États-Unis. Cela ne se traduit pas directement en puissance maritime, car les navires américains sont plus grands, plus avancés et plus expérimentés en haute mer. Mais c'est toujours préoccupant, surtout compte tenu de la vitesse à laquelle la Chine se développe. Des rapports indiquent que la Chine construit son premier porte-avions nucléaire. Dans 10 ans, elle pourrait rivaliser avec les États-Unis. La Chine a beaucoup investi dans les systèmes anti-accès et de déni aérien, ou A2, déni aérien. Cela inclut les missiles balistiques anti-navires, de croisière, les sous-marins et les drones. Contrairement à d'autres rivaux des États-Unis comme l'Iran, la Chine possède son propre réseau de satellites qui lui fournit la localisation en temps réel des porte-avions américains. Pendant ce temps, le risque de conflit augmente, notamment autour des zones disputées comme Taïwan et la mer de Chine méridionale. Il n'est pas clair si les porte-avions américains pourraient survivre dans cette zone dans 10 ans. Il est évident que les États-Unis doivent innover. La construction continue de nouveaux porte-avions prouve que le concept reste d'actualité. 10 nouveaux porte-avions de la classe Gerald R. Ford, radicalement différents des modèles précédents, sont prévus pour remplacer les navires de la classe Nimitz. Les États-Unis mettent au point des systèmes électromagnétiques innovants pour le lancement et l'arrêt des avions, les rendant plus rapides et plus performants. On rapporte que le taux de sortie pourrait doubler, ce qui changerait la donne. Ce nouveau système peut également lancer une plus grande gamme d'avions pesant de 1000 à 100 000 livres. Les nouveaux réacteurs nucléaires du porte-avions tripleront sa puissance électrique, alimentant le système de lancement, les lasers et les canons à rail pour une meilleure défense. De nouvelles armes défensives avec intelligence artificielle et radar seront déployées pour renforcer la protection des porte-avions. De plus, les porte-avions intégreront progressivement des drones, tels que le MQ-25 Stingray. Ce drone effectuera des tâches comme le ravitaillement et la collecte de renseignements. Plus tard, des drones seront ajoutés qui complètent ou même remplacent certains rôles des avions de chasse.
Les drones Loyal Wingman du programme Next Generation Air Dominance voleront avec les pilotes de F-35C pour les protéger et accomplir des tâches dangereuses lors des combats. Et il ne fait aucun doute que les porte-avions accueilleront finalement des drones qui frappent les cibles ennemies entièrement par eux-mêmes. Il est possible que les porte-drones deviennent finalement la norme, car plusieurs pays en fabriquent déjà. Cela suffira-t-il pour garder l'avantage sur la Chine? Seul le temps nous le dira. Mais pour l'instant, les États-Unis restent le roi des porte-avions, avec le pouvoir de détruire des nations entières sur ordre du président. Merci d'avoir regardé.